suis ravie de vous retrouver. Je vais tout d'abord vous demander de mettre vos téléphones portables en mode silencieux pour le respect des conférenciers. Bienvenue donc dans cette salle de conférence agence privée. Le conférencier Recrute Imo, qui est ici représenté par Jeanne Massa, que je vais inviter d'ici quelques instants. Le sujet de cette conférence, qui recrute qui, Aujourd'hui, ce sont les candidats qui choisissent leur employeur. Je laisse la parole à Jeanne, que je demande de me rejoindre. Je t'en prie. Bonjour à tous. Et on va du coup accueillir, j'ai le plaisir d'animer cette conférence, et on va accueillir tout d'abord, honneur aux dames, Nolwenn Pingot. Il y a une petite erreur d'orthographe, n'est-ce pas ? C'est Pigot, d'accord. Qui est directrice marketing de Golden Bees. Elle se présentera en quelques mots. Antoine Ménard, CEO de Recrute Imo. Shakib Jlassia, fondateur, directeur général de Build2Be. Et Hervé Rémignac, directeur général de Imo France. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais vous demander... Bonjour. Alors, pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui ? C'est vrai qu'on peut se poser la question sur le recrutement, sur un marché qui est tendu aujourd'hui, sur le marché du recrutement. On a quelques chiffres qui sont tombés de l'étude annuelle de Recrute Imo, qui nous rappellent que 99% des entreprises ont du mal à recruter. Malgré tout, et on vous demandera de vous exprimer sur le sujet, que 30% d'entre elles ont des vrais budgets de recrutement. Donc, il faut peut-être se poser quelques questions. Et puis, il y a un point sur l'IMO qui n'est pas inintéressant et qu'on peut retenir, c'est que 84% des professionnels de l'immobilier sont issus de reconversion. Eh ben, on en a même un qui est là sur le plateau, Hervé Rémignac, qui effectivement m'a avoué être tombé par hasard dans le secteur immobilier et y être resté parce que quand même, il en est tombé quelque part amoureux. En tous les cas, la passion du métier a fait qu'on y reste. Hervé, tu peux peut-être te présenter en quelques mots et présenter Imo France ? C'est bon, ça marche, ouais. Oui, bonjour. Moi, je suis tombé dans l'immobilier complètement par hasard, mais il y a pas mal de temps, hélas. Et puis, j'y suis resté, voilà. Parce que c'est un domaine passionnant qui embrasse une multitude de métiers juste incroyable, quoi. Alors, Imo de France, c'est une société, en fait, qui se constitue en réseau. Je vais essayer d'aller très vite. Qui se caractérise par son actionnariat, qui est un actionnariat de coopératives en fait. Et ces coopératives constituent un réseau qui s'appelle le réseau Procivis, qui a la particularité en fait de consacrer une partie des résultats des sociétés qui appartiennent à ces coopératives à des missions d'intérêt général au service de l'immobilier et au service plus particulièrement des ménages modestes dans l'immobilier. Mais bon, je pourrais peut-être en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure. Et on va continuer en suivant Shakib Jlassia. Alors, on peut dire, moi j'avais dit le Malte, on me dit aussi que je suis le mythique de l'immobilier. Alors, racontez-nous un peu ça. Bonjour à tous. Donc Shakib Jlassia, cofondateur de Build2Be, une start-up qui a été fondée il y a 3 ans. Donc une plateforme sur laquelle les freelances, les indépendants de l'immobilier et de la construction peuvent s'inscrire et trouver des missions. Donc les donneurs d'ordre viennent sur notre plateforme. Et donc, ils peuvent trouver la perle rare pour leur projet. Et donc, nous, on est spécialisé dans les prestations intellectuelles. Donc, ça va être des gestionnaires de projets, des AMO, administratifs, techniques. Donc, on travaille sur 2 verticales, l'immobilier et la construction. Voilà. Et Antoine, alors peut-être qu'on le présente un peu moins. Donc, moi, je suis le fondateur de Recrute Imo, qui est une plateforme digitale d'emploi dédiée à l'immobilier. Donc, c'est un Indeed de l'immobilier, mais en plus petit. On a été créé en 2016 et en fait, un peu comme toi, moi j'ai fait de l'immobilier par hasard parce que j'étais DRH auparavant. Puis je suis tombé dans les agences immobilières et puis j'ai fait la synthèse des deux et je suis tombé dans Recrute Imo. Donc voilà. Et pour finir, Nolwenn, qui elle n'est pas du monde de l'immobilier, en tous les cas pas du secteur, mais qui va nous apporter un regard peut-être élargi sur le monde du recrutement.
Golden Bees, Bonjour à tous. en 2 mots. En 2 mots, non, c'est pas possible. Bon, Golden Bees, donc nous, on a été fondé en 2015. Alors, pour faire simple, on est un partenaire technologique et publicitaire pour les recruteurs, pour les entreprises qui ont besoin de recruter, dont l'immobilier. Donc, moi, effectivement, je suis plus spécialiste de l'emploi, mais on a eu le plaisir d'accompagner des acteurs de l'immobilier qui ont finalement les mêmes problèmes que beaucoup de secteurs d'activité. Donc, rassurons-nous, il y a des solutions. Et plus largement, donc nous, pour faire simple, on est donc vraiment un partenaire technologique parce qu'on aide les recruteurs à tirer profit de ce qu'on appelle la publicité programmatique pour toucher 100% de leur cible sur Internet, c'est-à-dire de se dire je ne cherche pas forcément un commercial, mais je cherche quelqu'un qui pourrait avoir envie de devenir commercial, pour donner un exemple, et on va aller chercher cette personne là où elle est. On ne va pas partir avec des idées préconçues, on va activer plein de leviers, et c'est comme ça qu'on va progressivement engager cette personne pour l'aider à convertir sur un projet professionnel pour l'entreprise. Alors une première question, contexte actuel du recrutement, on sait qu'il y a des professions qui sont en flux très tendu, il est difficile de recruter des commerciaux aujourd'hui, il est difficile de recruter un certain nombre de profils. Quel est le contexte général, peut-être multisecteur, et puis peut-être un exemple sur l'immobilier ? Oui, alors pour faire simple, effectivement, globalement en France, les bassins d'emploi sont quand même assez tendus. En fait, on le note tout simplement en comparant le volume de candidatures sur le volume d'offres disponibles. Et clairement, depuis plusieurs trimestres, donc depuis 2 ans maintenant, progressivement, il y a plus d'offres d'emploi que de candidatures, pour faire simple. Donc, ça veut dire qu'il y a un point de tension. Que tous les acteurs de l'emploi analysent, Pôle emploi, l'APEC, les institutions spécialisées. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se fait sur les fonctions type cadre, mais aussi sur les fonctions plus techniques. Tu parlais, Jeanne, des métiers de commerciaux. Là, on parle bien du métier. Et effectivement, la tension qui existe sur ce type de métier, ça va toucher plein de secteurs. L'immobilier, l'hôtellerie, enfin voilà, c'est pas uniquement sur un secteur. Donc, voilà, globalement, on est sur un marché tendu, mais on parlera des opportunités toutefois qu'on peut activer malgré tout. Bien sûr. La crise est toujours une opportunité. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, Antoine, sur un marché qui est en crise. On est quand même sur une crise du marché de l'immobilier, sur un marché qui est en crise. Est-ce qu'il faut toujours recruter ? Alors, chacun est libre de faire comme il l'entend, mais dans cette période, on dit toujours que dans une période de crise, c'est maintenant qu'il faut recruter. Il faut recruter pourquoi ? Parce que le marché, certes, est un peu compliqué, mais il y a 2 choses principales qu'il faut savoir. C'est que le marché va repartir. La presse n'arrête pas de communiquer sur les baisses de prix qui vont être en 2024. Donc, les vendeurs commencent à entendre que ça va baisser. Donc, le marché va se refluidifier. Il va falloir avoir des équipes qui soient prêtes pour aller choper des parts de marché. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, excusez-moi, et j'ai perdu le fil de ma pensée, comme ça c'est fait. Si, pardon, ça y est, ça revient. Et là, non, c'est la crise. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, le turnover, qui est quand même très fort dans la profession habituellement, de l'ordre de 35%, il s'accélère maintenant. Pourquoi ? Parce que les négociateurs ont du mal à vendre. Alors, il y a eu une période d'attentisme pendant les 6 premiers mois de l'année 2023 où ils se sont dit ça va repartir, ça va repartir. Et il y a quand même un vrai problème de rémunération. Et donc, ces gens-là vont partir. On a vu ça en 2008. Moi, j'ai commencé en 2008 l'immobilier. Ça a été ce qu'on a vu. Il y a eu une hémorragie de professionnels qui ont quitté le métier, tout simplement. Et il a fallu les remplacer. Donc, il va falloir anticiper cette période. Et si on ne recrute pas maintenant, vous ne serez pas prêt en janvier, février, mars, quand le marché va se refluidifier à nouveau, à mon sens. Mais il y a aussi peut-être une envie ou des changements dans les envies des profils, parce qu'on en arrive au point de finalement se dire aujourd'hui, effectivement, c'est les candidats qui choisissent ce qu'ils veulent vivre dans leurs attentes et la manière dont ils veulent travailler. Donc là, c'est peut-être le changement un peu sociétal que Bill2B, vous pouvez vous constater avec un nombre de professions qui n'étaient peut-être pas dédiées à être freelancées, entre guillemets, et qu'aujourd'hui, on retrouve avec ces volontés-là. Alors, c'est vrai, c'est un phénomène en fait, qu'on a vu dans l'informatique il y a 10 ans. Et c'est une tendance sociétale au final. On voit qu'il y a de plus en plus de profils qui sont avides de liberté, qui veulent pouvoir choisir les projets sur lesquels ils vont travailler. Et donc, nous, on le voit sur notre plateforme, on a de plus en plus d'inscrits, sans publicité, sans communication, qui sont à la recherche justement de missions sur lesquelles ils vont pouvoir travailler avec différents acteurs sur une année, sur des durées qui vont être variables. Et donc, c'est vrai que c'est une tendance sociétale qui
C'est des profils qui choisissent l'auto-entrepreneuriat, c'est des profils qui sont en poste et qui se disent je veux compléter quelque part mes revenus avec des missions. C'est quoi? Alors, c'est les deux. Il y a certains profils qui sont déjà sous contrat et qui, eux, vont demander l'autorisation à leur employeur de pouvoir cumuler des missions à côté de leur emploi. Donc ça, c'est la première possibilité. Et il y a des profils qui sont plutôt seniors, qui ont une certaine expérience, plusieurs années d'expérience, qui vont venir s'inscrire sur la plateforme, qui vont se dire bon, en fait, j'ai envie de créer de la valeur pour moi, pour mon entreprise et de développer ma propre activité. Donc voilà, donc c'est les deux profils qu'on remarque le plus souvent. Ok. Et quand on est un employeur, Hervé, qu'est-ce qu'on travaille en premier? Qu'est-ce qu'on recherche? Comment est-ce qu'on fait pour recruter? Alors nous déjà, on a dans nos métiers, on a plusieurs métiers. Hein. Nous, on exerce les métiers à la fois bien sûr de transactions immobilières, on l'a évoqué. C'est vrai que vous avez raison, c'est un métier qui est en ce moment un petit peu compliqué, mais ça va repartir effectivement. Hein. Donc, il faut garder le moral et garder le cap. Mais on a toute la palette par ailleurs des métiers de l'immobilier, que ce sont les métiers de gestion immobilière, de gestion immobilière à la fois en gestion locative et en gestion de copropriété. Et puis tous les métiers, je dirais un petit peu de back-office, que sont les métiers de comptabilité. C'est pas des métiers très sexy, ça? Comment est-ce qu'on fait c'est pour super sexy. Hein. Ça dépend qui vous recrutez, bien sûr, mais en général, c'est plutôt sympa. Non, plus sérieusement, c'est des métiers effectivement qui sont plutôt en tension. Nous, par exemple, si je prends notre entreprise, nos entreprises, parce qu'on a également une filiale qui s'appelle CPH Immobilier, qui est pour le coup là, très spécialisée en transactions immobilières, qui fait aussi un réseau de mandataires immobiliers. On a environ 200 mandataires sous contrat. Mais nous, on constate surtout de la tension, alors paradoxalement, sur les métiers de la comptabilité. C'est pas très sexy, mais en tout état de cause, c'est des métiers qui sont, comme vous dites, pourvoyeurs d'emploi. Nous, c'est plutôt les profils qu'on a un peu de mal à recruter. Et juste une petite anecdote, hein, je suis tombé dans l'immobilier par hasard, mais il y a longtemps. Donc, je dirais en 1993, vous voyez, ça remonte quand même. Et déjà en 1993, on me disait l'année prochaine, tu sais, on n'aura pas besoin de comptable parce que tout va être automatisé. Hein, c'est génial. C'était de l'intelligence artificielle, mais non dénommée comme ça, quoi. En réalité, plus on avance dans le temps, moi je remarque, plus on a besoin de comptables et plus on a besoin de comptables qualifiés. Donc c'est assez marrant, quoi, mais c'est comme ça. L'expertise. Voilà, c'est Et l'expertise. Ouais. Nolwenn, comment est-ce qu'on fait pour recruter des comptables? Alors c'est essentiel ce que tu dis parce que souvent, en fait, quand on recrute, on a un peu le réflexe de se dire je vais aller chasser dans mon secteur d'activité. Je travaille dans l'immobilier, donc je vais aller chercher dans l'immobilier. La réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde de l'immobilier, c'est très concurrentiel déjà. Il y a plus de 85% des candidats qui disent avoir été appelés par des chasseurs ou des recruteurs dans les 6 derniers mois. Donc moi, j'ai juste un conseil très simple à donner aux recruteurs dans l'IMO. Arrêtez d'aller chasser sur des terres déjà brûlées. Ouvrez-vous en fait à des profils qui sont donc, comme tu disais, en reconversion ou même aux demandeurs d'emploi qui constituent un bassin d'audience important et qui peuvent être pour autant très qualifiés. Et tout simplement, expliquez-leur c'est quoi votre projet professionnel, qu'est-ce qu'ils peuvent faire chez vous avec leur socle de compétences. On peut être comptable, commercial, même boulanger, hein. On peut avoir tenu une entreprise et du coup être en mesure finalement de s'adapter au métier de l'immobilier, qu'on soit agent ou indépendant. L'idée, c'est de leur expliquer tout simplement qu'est-ce qu'ils doivent faire et puis leur valoriser ce qu'ils peuvent chercher. Les attentes candidats, on en parle beaucoup, de l'indépendance, les rassurer sur le salaire parce que c'est quelque chose qui peut faire beaucoup peur, notamment au profil féminin. De ne pas tout simplement rentrer de l'argent de façon suffisante, de leur expliquer qu'ils vont être accompagnés, parce que quand on n'a pas de formation et qu'on rentre dans un nouveau secteur, on peut se dire de facto je ne suis pas fait pour ce job-là. Et le fait de leur dire, c'est le cas de beaucoup d'acteurs dans l'immobilier, il y a plein de processus de formation, d'onboarding, les rassurer sur le fait qu'ils ne vont pas être seuls en fait, et que surtout ils ne vont pas être rentables tout de suite. Et ça, c'est à la fois travailler pour le côté le manager qui recrute et pour le candidat. C'est souvent, on sait qu'il faut du temps, quelques mois, pour que la personne puisse rentrer ses mandats, être rentable. Et voilà, il faut leur dire ces choses-là, en fait, et les rassurer. Donc, pour la partie comptable, je fais juste un dernier aparté. Il y a beaucoup de profils qui viennent de la banque, de l'assurance et des profils commerciaux qui savent aussi ce que c'est que la comptabilité, qui veulent se reconvertir. Donc, écoutez, c'est le moment d'aller les chercher parce que ça peut leur ouvrir de nouvelles portes. Et du coup, si on rebondit sur les attentes, sur comment rassurer, quelles sont les attentes des profils aujourd'hui
Antoine, il y avait une petite aparté qui était intéressante sur l'étude de cette année. Ouais, il y a un gros changement dans l'étude de cette année, c'est qu'on interroge chaque année donc les candidats sur quelles sont les attentes, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont choisir une entreprise plutôt qu'une autre. En règle générale, la rémunération était toujours assez bien placée sur le podium en tout cas, et c'est la première année où en fait la rémunération n'est même plus sur le podium. Et les trois principales attentes des candidats aujourd'hui, et donc ça va un peu dans ce que disait Nolwenn, le premier c'est la formation. C'est la capacité de l'entreprise, puisqu'on est dans un milieu de reconversion professionnelle, la capacité de l'entreprise à emmener un candidat, un nouveau collaborateur, et réussir dans son métier. Est-ce qu'il va être formé? Est-ce qu'il va être bien intégré? Aujourd'hui, on sait que dans l'immobilier, c'est très insuffisant. Les formations et les intégrations sont extrêmement faibles, pour ne pas dire inexistantes pour certains. Donc aujourd'hui, il y a une vraie attente là-dessus. Donc il faut rassurer les candidats, en tout cas on les attire en leur présentant une bonne formation. D'autant plus dans un marché en crise où la méthode devient à nouveau essentielle, il faut bien la fournir. Le deuxième point que les candidats attendent regardent avec beaucoup d'insistance, c'est la valeur de l'entreprise, c'est sa notoriété. Qu'est-ce qu'elle va m'apporter comme image? Comment je vais me retrouver dans mes valeurs, moi, les miennes, par rapport à celles de l'entreprise? Et le dernier point, c'est toujours ce que l'entreprise va apporter dans... Alors, ils appellent ça l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, mais c'est plutôt comment je me sens dans l'entreprise. Est-ce que j'y vis bien? Est-ce que l'ambiance est bonne? Est-ce que j'ai un manager qui s'occupe de moi, qui m'écoute? Et est-ce qui fait que je suis bien dans ma vie professionnelle et donc je suis bien dans ma vie personnelle? Voilà pour les trois premières. Et la quatrième, c'est la rémunération, mais qui est tombée du podium. Oui, c'est vraiment intéressant. Mais est-ce que ce n'est pas une question aussi de génération? À un moment donné aussi, ces aspirations sont celles des générations montantes. Je pourrais te dire oui. La réalité, c'est qu'entre une étude d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, on ne parle pas de génération. Il y a une évolution des mentalités, je pense, de beaucoup. On a de plus en plus de candidats qui répondent. Donc non, je crois que ce n'est pas qu'une question de génération. Je crois que ça commence à toucher tout le monde. Et du coup, ça, comment est-ce qu'on le travaille? Hervé, c'est des attentes, c'est des choses que vous prenez en compte quand vous recrutez. Dans vos annonces, on travaille la marque employeur, c'est extrêmement important de pouvoir porter les valeurs d'une entreprise. Ça se fait spontanément dans les startups parce qu'il y a un ADN où on leur demande de les forger dès le départ. Mais est-ce que dans une entreprise plus traditionnelle telle que la vôtre, c'est des choses qu'il est simple de construire? Alors, la réponse, elle est dans la question. Hein. En réalité, c'est très compliqué. Le point essentiel, c'est l'onboarding. Il ne faut pas qu'on se plante là-dessus. Effectivement, donc on a tout un processus d'accompagnement des nouveaux collaborateurs entrants. Il faut que notre annonce, ce qui a été promis aux collaborateurs, il se retrouve assez rapidement dans ce qu'on peut lui proposer sur site, si vous voulez. Nous, on met aussi effectivement en avant les valeurs. Voilà, je suis contraint de parler un peu de notre environnement, de mon environnement, mais nous, ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est effectivement, on parle de marque employeur. Nous, ce qui nous distingue, c'est plutôt la typologie de notre actionnariat. Je l'avais évoqué en introduction. Je pense qu'on est assez unique sur le territoire pour effectivement mettre en avant notre actionnariat de coopérative, hein, qui réinjecte ses résultats dans un intérêt sociétal, hein, dans le monde du logement. Donc tous ces points-là sont effectivement des points d'attention très forts. Je voudrais revenir, nous, sur ce qu'on attend surtout d'un collaborateur quand il vient chez nous. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est plus le savoir-être que le savoir-faire. Hein, parce qu'effectivement, derrière, nécessairement, si vous avez le savoir-être, la personne va s'intégrer parfaitement aux équipes préexistantes et on va réussir à créer ce ciment que constitue un esprit d'entreprise, en quelque sorte. Ça se teste, le savoir-être? Parce que c'est... Déjà, il y a toute une compétence de la personne qui est en charge de faire l'entretien de recrutement. Il y a un côté un petit peu irrationnel, on va dire, là-dedans. Mais en tout état de cause, ça se teste ensuite tout au long du processus d'intégration. Parce que nous, par exemple, et c'est ce que j'invite à faire à tous les employeurs, hein, c'est qu'on a des processus de rencontres très fréquents. On a la chance qu'on est assez gros, en fait, finalement, d'avoir une DRH, et chaque collaborateur qui rentre dans notre entreprise, dans nos entreprises, parce qu'on en a plusieurs, fait l'objet de points réguliers au cours de cette période d'intégration pour nous assurer que finalement tout se passe bien et tout est à peu près en correspondance avec ce qu'on a pu effectivement lui exposer au moment de l'entretien de recrutement. Alors sur une mission de freelance, c'est peut-être il faut être immédiatement opérationnel. Comment est-ce qu'on peut quelque part s'assurer
que les freelances que l'on propose soient effectivement immédiatement opérationnels, soient facilement onboardés dans l'entreprise. C'est encore un jeu sur lequel les valeurs peuvent être extrêmement importantes, parce que si ça ne matche pas immédiatement, c'est aussi l'échec de la mission. Alors, tout à fait. Je dirais qu'il y a plusieurs points. Déjà, il y a un accompagnement de l'employeur, de l'entreprise qui va prendre le freelance en mission. Et dans un deuxième temps, il y a l'accompagnement du freelance. Alors, il est vrai qu'en amont, nous, on réalise plusieurs tests. Donc, c'est jamais infaillible, on le sait tous. On a vu les batteries de tests qui existent. Il y a l'intelligence artificielle, mais ça, je pense qu'on va en parler aussi un petit peu plus tard. Donc, il y a plein de tests qui existent, mais en fait, c'est jamais infaillible. On n'a jamais, 100% raison sur les résultats qui sortent. Par contre, la réalité, c'est que quand on regarde certains CV et qu'on voit qu'il y a eu une certaine régularité dans les missions, des missions qui ont été plutôt longues, des retours des anciens employeurs qui vont être positifs sur les prises de référence, bah, c'est quand même un gage de garantie qui, aujourd'hui, nous permet d'augmenter considérablement les chances d'avoir une mission qui va être un succès au final. Et du coup, c'est vrai, Nolwenn, sur cette partie-là, comment est-ce qu'on fait pour matcher ou pour aller chercher un profil qui finalement n'était pas forcément demandeur, ou en tous les cas, comment est-ce qu'on lui push une entreprise qui va lui faire envie? C'est très intéressant ce sujet-là parce que ça reprend ce que Golden Bees typiquement a commencé à faire, c'est comment est-ce qu'on gère un candidat actif ou passif. Quand on parle de candidat passif, ce sont des gens justement qu'on va chercher via des annonces publicitaires, que ce soit des messages à caractère marque employeur ou une offre d'emploi, alors qu'il n'aurait pas forcément ou elle n'aurait pas forcément cherché l'entreprise de prime abord. Ça, c'est aller chercher quelqu'un qui est passif. Et on va aller le chercher dans son activité numérique, sur les réseaux sociaux, sur les médias qui sont lus, dans son quotidien, on va dire, d'internaute. Et après, il y a les candidats actifs qui, eux, vont aller effectivement sur les job boards, vont aller se renseigner sur des entreprises particulières parce qu'ils ont un projet professionnel plus établi ou tout simplement, ils veulent changer d'entreprise. Et la bonne nouvelle, c'est que finalement, on peut les capter à peu près de la même façon. Ce qui compte, c'est vraiment d'aligner 3 sujets. Que ce qu'on dit dans la phase d'évangélisation sur l'entreprise soit aligné avec ce que le candidat va découvrir dans son processus de candidature, quand il va commencer à découvrir la marque employeur, les job desks qui vont attirer sur l'entreprise, et ce qu'il va vivre, vous en parliez, sur le processus d'entretien jusque dans son quotidien opérationnel dans l'entreprise. Il y a beaucoup de turnover effectivement dans le monde de l'immobilier, souvent à cause du métier, mais je peux vous assurer que dans tous les secteurs d'activité, quand une période d'essai ne fonctionne pas, c'est qu'en général, il y a un désalignement entre ce que le candidat avait compris qu'il trouverait dans l'entreprise et ce qu'il vit effectivement. Donc, pour répondre à ta question, je refaisais un petit point de contexte sur les candidats actifs-passifs. Ces gens-là, déjà, on les capte en ayant un projet d'entreprise clair. Qu'est-ce qu'on leur propose? Qu'est-ce qu'on fait sur le marché? Les valeurs, c'est bien d'en parler, mais elles ont été beaucoup copiées-collées d'une entreprise à l'autre. Donc, n'hésitez pas à être clair sur c'est quoi le job en fait que tu vas faire, à qui tu vas rendre service et qu'est-ce que tu vas pouvoir, entre guillemets, vraiment apprécier avec ton manager et tes collaborateurs. Parce que ça, déjà, c'est concret. C'est pas une job desk vague. Et après, c'est ce que je disais, c'est que tout le parcours de candidature, d'entretien, d'onboarding et de vie du collaborateur soit aligné avec ce qu'on lui a vendu dans la partie d'acquisition. Et dans tout ça, vous en avez tous dit un petit mot, mais effectivement, il y a de l'exploitation de données, il y a potentiellement de l'IA. Antoine, comment est-ce que l'IA aujourd'hui change ou va changer la donne du recrutement? Alors, va changer la donne, j'en sais rien, parce que je crois que personne n'en sait rien. Nous, l'IA, on a choisi d'en prendre en partie, c'est-à-dire qu'on considère que ce n'est pas l'IA qui va décider pour vous de qui vous embauchez ou qui vous ne devez pas embaucher. Ça, je pense que c'est une bêtise. L'IA, il faut la prendre comme un outil d'aide à la décision. Et nous, chez Recruitimo, on a décidé de le faire plutôt pour ouvrir les chakras, on va dire, du recruteur. Nolwenn, tout à l'heure, disait qu'il fallait s'ouvrir un peu sur les profils et arrêter de chercher le mouton à 5 pattes, toujours la même personne, le même profil. Et au contraire, nous, on pense qu'il faut ouvrir, parce que c'est un métier de savoir-être, l'immobilier. Donc, il faut se donner la chance de voir des gens avec une bonne personnalité qui correspondent à vous et à ce qu'on attend de cette personne vis-à-vis des clients notamment. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appris à notre logiciel
à identifier dans n'importe quel CV, qu'il soit de l'immobilier ou pas de l'immobilier, quel métier dans l'immobilier cette personne pourrait faire. Donc on peut trouver quelqu'un qui a travaillé dans la partie politique et qui serait très bien pour être négociateur immobilier. On peut très bien avoir quelqu'un qui a travaillé dans la réalisation audiovisuelle et qui peut être gestionnaire de copropriété. Et en fait, on lui a appris à faire ça. Maintenant, elle apprend toute seule. Et en fait, l'objectif, c'est de dire à un recruteur, ce CV, tu ne l'aurais pas choisi tout seul. Eh ben, regarde-le parce qu'en fait, ça peut être quelqu'un d'intéressant. Donc on se sert de l'IA non pas pour gagner du temps, mais au contraire pour pousser les gens à s'ouvrir un petit peu plus et à donner une chance à des candidats auxquels ils n'auraient donné aucune chance. Shakib, vous, c'est plutôt une question de matching, c'est plutôt une question de... Alors, je te rejoins sur le fait que le fit humain entre l'employeur et la personne qui va réaliser la mission, si c'est un freelance ou un CDI, elle est difficilement mesurable par une intelligence artificielle. Par contre, nous, en effet, on utilise l'intelligence artificielle pour identifier les profils qui vont être à succès sur un type de mission. Et donc, ça va permettre d'accompagner en fait la personne ou le donneur d'ordre qui recherche un profil dans sa recherche de la perle rare. Et donc, nous on l'utilise énormément. Et l'avantage avec l'IA, en effet, c'est que plus on l'utilise, plus il s'entraîne, plus il comprend en fait les différentes données d'entrée. Et ça nous permet en effet d'être de plus en plus précis sur les demandes de nos clients. Et Nolwenn, sur la programmatique, il y en a déjà aussi? Oui, alors je suis tout à fait claire sur l'IA. Ça existe depuis longtemps. Par contre, la façon dont on l'utilise aujourd'hui est plus évoquée d'un point de vue de changement sociétal finalement, mais technologiquement, c'est mature depuis longtemps. Et je te rejoins, l'idée, c'est de travailler finalement la qualité plutôt que le gain de temps ou tout confier à l'IA. Nous, on utilise l'IA, par exemple, on a lancé un produit en ce sens pour aider le marché sur la rédaction des offres d'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris la capacité de génération de texte d'un moteur IA, couplé à des données que nous, on travaille depuis des années sur ce que je vous disais en préalable, les tensions sur les candidatures, sur les offres. Hein, on apprend à la machine, en fait, à savoir analyser des données pour, en fait, permettre à des recruteurs d'écrire la bonne offre d'emploi. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que créer des opportunités, c'est possible si on se laisse la possibilité de le faire. Si on commence tout de suite par faire une offre d'emploi pourrie, ça ne va pas marcher, ça ne va pas attirer. L'offre d'emploi, c'est le premier point de contact finalement potentiel entre l'entreprise et le candidat réel. Parce qu'avant, on est dans la partie évangélisation. Si l'offre d'emploi ne donne pas le salaire, les conditions, les valeurs de la boîte, est-ce que l'entreprise est handi accueillante, par exemple? Il y a encore plus de la moitié des entreprises qui oublient de dire tout simplement si elles sont handi accueillantes ou pas. C'est bête, mais ça peut empêcher un profil de venir sur l'offre d'emploi. Voilà, le salaire, je pense que vous en avez tous entendu parler sur la presse, ça fait grand bruit. Les gens veulent savoir aujourd'hui quelles sont les échelles qui peuvent toucher, entre guillemets, quand ils postulent quelque part. C'est normal, ça leur évite de perdre du temps et le recruteur pareil. Voilà, donc en fait, ça permet de générer à l'infini des offres qui sont conformes pour les algorithmes, parce qu'aujourd'hui, les offres d'emploi, après, elles vont être diffusées sur des job boards, sur des réseaux sociaux, et tout ça est très techniquement paramétré. Donc si elle n'est pas recevable, ça ne va pas marcher. Et surtout qu'elle soit lisible par un candidat qui ne connaît pas forcément l'entreprise. Voilà. Donc techniquement, c'est de l'aide à la décision et aussi au pilotage. Oui, complètement. Et c'est effectivement très intéressant et pratico-pratique. Hervé, est-ce que vous en utilisez ou est-ce que vous êtes déjà, on va dire, dans la projection aussi de ce que vous apportez aux candidats, en leur donnant pas seulement la vision de ce qu'ils peuvent faire quand ils rentrent, mais de jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller? Alors, nous, au niveau de l'IA, on ne l'utilise pas en réalité. On s'intéresse beaucoup au phénomène. Nous, on le voit plus en intérêt, effectivement, en premier abord sur la rédaction d'une annonce pertinente. Je voudrais rebondir sur ce qui avait été dit sur l'IA qui peut aider à ouvrir un peu les chakras de l'employeur. Nous, on n'a pas attendu l'IA, en fait, mais bon, elle va sûrement nous aider à accélérer. Je parlais de savoir-être. Nous, on travaille pas mal avec l'IMSI qui nous envoie en alternance des professionnels en reconversion. Donc ils restent 1 an en alternance, ils viennent travailler avec nous et après on leur propose un CDI. On est plutôt sur les métiers d'ailleurs, vous allez dire je suis un peu obsédé par ça, mais des métiers de la comptabilité, c'est comme ça, c'est plutôt ça qu'on essaye de chercher. Et puis on a aussi des métiers
effectivement, qui peuvent paraître ardus, mais qui sont passionnants en réalité. C'est complètement ridicule de les considérer comme ça. C'est tous les métiers qui tournent autour de la gestion de copropriété, qui sont d'énormes pourvoyeurs d'emplois, des emplois passionnants. Et en réalité, là, on essaye, et on le fait d'ailleurs, hein, d'oublier un petit peu la formation presque un peu classique. Ou alors, il faut avoir fait 10 ans de copro, ou alors une formation juridique, c'est très bien. Hein, je ne dis pas qu'on ne les regarde pas. Mais en tout état de cause, c'est des métiers de service. Donc, on se dit, moi, par exemple, je suis en train de réfléchir à me dire, mais est-ce que je vais, ça va peut-être un peu choquer, hein, mais d'aller chercher des profils dans les écoles hôtelières. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui sont formés au sens du service, c'est des gens qui sont formés au sens de l'effort, voilà, ils sont passionnés par les relations humaines, et c'est complètement ce qu'on retrouve dans nos métiers. Et par ailleurs, ça n'empêche pas, bien sûr, de former sur la technique, la loi de 65, la pathologie du bâtiment, etc. etc. Donc, il faut effectivement qu'on ouvre nos chakras, comme vous dites. Maintenant, on cherche également des profils d'ingénieurs, encore dans ces métiers de gestion. Pourquoi ? Parce que c'est des métiers qui rémunèrent très bien. Alors, je ne pense pas au niveau ingénieur. Alors, je ne parle pas de centrale ou de polytechnique, hein, parce qu'en réalité, ils n'y arriveraient pas. Mais je prends plutôt sur les écoles, on va appeler second rang, hein, c'est comme ça qu'on les dénomme. Et en réalité, vous avez des rémunérations qui sont beaucoup plus élevées dans les métiers de la copropriété, par exemple, ou les métiers de gestion, que des métiers d'ingénieurs qui débutent et qui vont passer leur vie à tirer des traits pour créer des ponts qu'ils ne verront jamais. Ça, c'est pas très connu. Hein. Voilà, et ça n'est pas connu. Donc nous, on s'ouvre à ça. C'est l'expérience, c'est le fruit de l'expérience. Encore une fois, c'est le savoir-être, hein, qu'on recherche beaucoup plus, hein, que le savoir-faire. Hein. Oui, mais si on s'ouvre à ça, il faut avoir quand même une capacité à former correctement sur la technicité et du coup l'expertise métier. Et ça, ça veut dire qu'on est déjà très bien processé à ce niveau-là au sein de l'entreprise. Ouais, la chance qu'on a dans les métiers de l'immobilier, puisqu'on en parle un petit peu aussi ici, hein, c'est que ce sont des métiers qui sont des métiers de profession réglementée. Et ces métiers-là exigent des heures de formation à minima, parce que c'est contrôlé par les autorités administratives. Donc, si, c'est pourtant vrai. Et donc, effectivement, on est processé pour former. On a des plans de formation, c'est très, très important, la formation, et qui va se coller sur un savoir-être, parce qu'une super formation sur quelqu'un qui n'a aucun savoir-être n'a aucun intérêt. D'accord. Alors, peut-être un petit mot pour finir, et puis on prendra quelques questions s'il y a dans la salle. Nolwenn, s'il y avait une chose à retenir pour une société qui a des problèmes de recrutement, quelle est la première chose qu'elle doit travailler, qu'elle doit faire ? Alors, l'évidence même, bien se connaître pour bien se présenter. Apprendre à connaître ses candidats, et pas les candidats auxquels on pense, mais les candidats réels. Donc, il faut faire des études de profiling pour savoir qui sont ces gens dans une logique socio-démo pour mieux leur parler. Et savoir décliner après une stratégie d'engagement, d'acquisition et être quand même dans une logique aussi de suivi. J'insiste là-dessus parce que sur le recrutement, c'est peu fait encore. C'est par le biais du test and learn, de fait d'itérer et de savoir tester des leviers qu'on arrive en général à ses fins. Et je finirai juste sur une petite touche positive. Le fait de savoir parfois repenser son architecture de recrutement et de discussion avec les candidats, le simple fait de changer une page de redirection, on peut avoir ce qu'on appelle un coût par acquisition qui est beaucoup plus faible. Donc ça peut redonner confiance aussi sur des budgets compliqués à avoir et puis avoir réellement les personnes dont on a besoin dans son entreprise. Alors, tu as parlé budget. On sait que la majorité des candidats sont quand même sur des job boards. On a une des premières choses que j'ai en introduction et qui ressort de votre étude, c'est que 30% des entreprises n'ont pas de budget de recrutement. Il en faut quand même un peu. Oui, j'allais dire qu'il y a deux choses importantes. Effectivement, vous êtes dans un marché ultra concurrentiel en recrutement et il est de plus en plus. Nolwenn l'a dit tout à l'heure. Et il faut savoir que par rapport au mois de septembre 2022, on a 35% de candidats en moins. Donc ça va complètement dans ce que tu décrivais. Donc à un moment donné, vous allez être vraiment obligé de dépenser de l'argent. Vous avez une concurrence qui est extrêmement forte avec vos clients, classiquement, mais dans le recrutement, c'est encore pire. Il y a des structures de mandataires qui sont extrêmement puissantes pour acquérir du candidat, pour transformer des candidats. On est tous obligés de se mettre à niveau. Et aujourd'hui, quand on voit que 30% dépensent 0 € par an, des gens qui disent recruter, hein, qui dépensent 0 € par an en recrutement et 50% moins de 1 000 € par an, ça ne peut pas marcher. On peut raconter ce qu'on veut, ça ne peut pas marcher.
Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, il faut savoir qu'aujourd'hui, les candidats, quand ils vont postuler chez vous, 97% d'entre eux se renseignent avant de postuler sur l'entreprise. Donc Nolwenn l'a dit, il faut que l'annonce soit déjà diffuse un certain message, mais il faut aller plus loin, il faut communiquer sur votre marque. Et communiquer sur sa marque, ça se fait, ça se construit. C'est pas évident, il y a des job boards qui proposent de la page entreprise, évidemment. Ça se fait sur les réseaux sociaux, ça se fait à beaucoup d'endroits, mais vous devez communiquer sur votre entreprise, sinon les candidats ne viennent pas vous voir en fait. Et donc, c'est toujours ce schéma de concurrence. Si vous ne vous donnez pas les moyens de communiquer à l'attention des candidats, vous ne les aurez pas. Et troisième sujet, et après je laisse la parole, c'est qu'aujourd'hui, passer une annonce ne suffit donc pas. Il faut aller les chercher, les candidats. Donc il faut vous doter non pas juste de passer une annonce et attendre que ça tombe, parce que ça ne tombe de moins en moins, voire plus du tout pour certains. Il faut aller les chercher. Donc il faut aller chercher des bases de données, il faut communiquer à travers Nolwenn par exemple, mais il faut que le candidat, vous le chassiez. De la même façon que vous allez chasser des mandats, des clients, il faut aller chasser le candidat parce qu'aujourd'hui, c'est une opération de vente que vous devez faire pour attirer des candidats. Et je me tais. Chakib, du coup, est-ce que sur le freelance, est-ce qu'on est dans les mêmes teneurs ou est-ce que du coup, il y a une explosion de la demande de candidats et ensuite, est-ce que tous les métiers peuvent être transformés en mission? Alors, il y a plusieurs questions. Déjà, le nombre de freelances dans l'immobilier et la construction est de plus de 40 000 en France. Donc on a un vivier très important de personnes qui sont indépendantes, qui recherchent actuellement des missions. Donc l'idée, c'est aussi de communiquer auprès des entreprises et de leur dire il faut ouvrir nos chakras et regarder d'autres solutions. Il y a le CDI, il y a l'intérim et puis il y a aujourd'hui le freelancing. Donc il y a plusieurs moyens de répondre à ces besoins et il faut aller piocher au bon endroit en fonction de son besoin. Donc l'idée, c'est que l'un n'est pas en concurrence avec l'autre. Je pense qu'ils sont totalement complémentaires et qu'il faut être capable, en gros, de choisir la solution la plus optimale en fonction de son besoin. Hervé, qu'est-ce que tu peux attendre aujourd'hui? Est-ce que tu as trouvé des solutions ici qui pourraient être intéressantes pour répondre à des besoins typiquement le métier de comptable au sein de vos sociétés, ou est-ce que aujourd'hui ta vision est positive par rapport au recrutement? Non, alors déjà, effectivement, on travaillait déjà ensemble sur nos environnements. Là, par contre, j'ai découvert effectivement, alors nous, on a un réseau de mandataires, pas de bol, mais c'est des mandataires commerciaux. Mais par contre, je retiens qu'effectivement, on peut avoir d'autres métiers proposés par des freelancers, et je trouve que l'idée, elle est vraiment topissime, quoi. C'est vraiment excellent. Donc, effectivement, toutes ces solutions-là, l'IA, on l'évoquait, c'est des choses pour nous qui sont essentielles. Moi, je suis plutôt évidemment très positif sur l'avenir. Là, on a une crise. Bon, c'est vrai, on a une crise qui est un peu galère, mais elle va de toute façon s'arrêter. Nécessairement, elle va s'arrêter. Si on raisonne surtout sur la partie commerciale, c'est vrai qu'on a une forme de marché un peu figé, mais le marché va repartir. Donc nécessairement, comme il va repartir, on va à nouveau avoir des ventes et on va avoir besoin évidemment de commerciaux efficaces, dynamiques, qui vont pouvoir nous aider à réaliser tous nos objectifs. Donc c'est le moment effectivement pour embaucher. Il faut qu'on fasse aussi attention à nos comptes d'exploitation, à nous, employeurs. Bon, c'est comme ça, il faut qu'on fasse attention avoir un équilibre entre les produits et les charges. Mais moi, je suis très optimiste pour la suite. Et on ne recrute pas juste que des comptables. C'est simplement parce que le comptable, en ce moment, c'est un peu le sujet, mais on a toute la palette, évidemment, chez nous, des métiers, et je le dis, par des processus de recrutement très variés, très diversifiés, et en ouvrant nos chakras sur les profils. Et on a compris que dans la copro et que dans les gestionnaires de copro, on pouvait gagner plus qu'en étant ingénieur, quasiment. Largement Donc, plus, et c'est autrement bien, passionnant. Merci à tous pour cette conférence. S'il y a des questions, on prend volontiers. Bonjour à tous et merci pour cette conférence qui était très intéressante. Moi, je suis dans une phase de recrutement, justement. Je suis directeur des ventes chez Barnes à Lille. Et c'est vrai que c'est complexe, malgré une belle image. Ouvrir les chakras, je suis totalement pour. J'ai rencontré un directeur d'agence Barnes sur Paris qui vient du monde de l'hôtellerie, justement, et qui a ce sens du service client. Et j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant de ma part.
La seule problématique que j'ai en ouvrant mes chakras, c'est que je reçois du coup beaucoup de CV. J'ai envie de recevoir pratiquement tout le monde parce que je ne veux pas me fermer des portes. Et comment, on va dire, faire un minimum de tri quand même et pas que ce soit trop chronophage. Voilà. J'ai dégainé le micro parce que je comprends la problématique. Alors, j'en ai pas parlé parce que ça, c'est vraiment des sujets vraiment pur recrutement. Vous avez raison, c'est essentiel. Au-delà de bien communiquer, il faut bien cibler déjà, parce que déjà, on évite non pas des CV poubelles, mais des candidatures notre adaptées. Donc, le fait d'être très fin, pour ça, je parlais de ce qu'on appelle, nous, les candidats de persona, d'être très fin dans la communication de ce qu'on veut pour des métiers ou pour des services, ou même mettre en scène le manager, par exemple, qui va vraiment montrer le quotidien. Déjà, dès le processus d'engagement, on va vraiment avoir des gens qui vont être authentiquement, qui vont comprendre le projet. Le deuxième sujet, c'est ce qu'on fait nous beaucoup chez Golden Bees, c'est pas hésiter à enrichir le parcours candidat avec par exemple des quiz. Nous, on a lancé un sujet donc, de questions qu'on va adresser quand la personne va découvrir l'entreprise pour qu'il puisse répondre à des questions toutes simples, juste pour qu'on voit le niveau de connaissance et ce qui va nous permettre de scorer la candidature. Donc ça, et le scoring, nous, on peut le faire, nous, de façon, on va dire, on s'appuie sur notre connaissance d'expert du recrutement par rapport au métier, mais on peut le faire aussi avec le client, qui va nous dire, pour moi, une bonne candidature, ça va être ça. Donc déjà, là, vous commencez déjà à faire entrer la passoire. Parce que finalement, les recruteurs, ils ont d'abord le problème du volume, après, ils veulent de la qualité, et après, ils veulent que les gens restent. Donc voilà, on a réfléchi à ces outils-là. Et après, le dernier niveau qui est très important, c'est mettre en place une collaboration avec vos recruteurs et vos managers, pour qu'ils soient bien d'accord sur le projet de recrutement, pour que ça se passe quand ces candidatures qualifiées arrivent enfin en processus d'entretien, que ce soit vraiment aligné, j'en parlais tout à l'heure, pour qu'il n'y ait pas un boulgui-boulga entre ce que dit le recruteur, ce que dit le manager et ce qu'a compris le candidat. Et du coup, ça va permettre aussi de ne pas avoir, tu en parlais tout à l'heure, de ne pas se fermer à des opportunités, parce que parfois on se rend compte que le recruteur va dire non à des sujets, à des profils qui auraient été acceptés par l'opérationnel, et inversement, parfois il y a des profils qui sont acceptés, alors que, vous voyez, donc voilà, plusieurs étapes. Moi, j'ajouterais dans ma façon de faire, mais après, c'est très personnel. La fâcheuse, alors déjà, c'est bien d'avoir des candidats, c'est un vrai problème de riches. Bon, non, mais c'est déjà pas mal. Ouais, mais bon. Mais une fois qu'on a des candidats, le risque qu'on a, c'est de dire, finalement, j'ai trop de monde, donc il faut que j'en élimine. Et finalement, c'est toujours rechercher ce qu'il y a de négatif dans le CV. Et on se dit, ah bah chouette, c'est pas bon, je le prends pas. Et en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est de se dire, ok, je chope un CV, je le fais un peu entre les lignes. Et je dis, il y a quelque chose qui m'attire, je le garde. Et puis il y en a d'autres, ça n'attire pas, et ben je le laisse de côté. C'est pas grave, je ne l'élimine pas forcément, mais je commence par ceux qui m'attirent. Mais il y a quelque chose, il faut se faire confiance. Il faut avoir confiance en soi, en son expérience, peut-être celle des autres aussi. Mais en tout cas, il faut plutôt partir toujours d'un schéma bienveillant et positif, et pas se fermer des portes, parce que quand on commence à chercher du négatif dans un CV, on en trouve toujours. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il reste encore une question? On en prend encore une au besoin? Non? Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et merci à tous. Merci. Merci.